Bonsoir à tous. L'innovation technologique s'invite au cœur des débats pendant le 4e congrès des gynécologues et obstétriciens du Togo. Qu'est-ce que cela améliorera dans la santé de la mère et l'enfant? Nous en parlons ce soir. Également, nous vous proposerons un zoom sur l'importance de la planification familiale pour le bien-être de la population. Mais d'abord, c'est l'heure de la rubrique On est en forme. Coach Shogun, bonsoir. Bonsoir Olive. Je vous espère en pleine forme. Oui, je suis en forme. De toute façon, avec vous, on reste toujours en forme, n'est-ce pas? Bien sûr. Et ce soir, vous allez nous parler des personnes en surpoids. Quel sport pour des personnes en surpoids ou obèses pour que ces personnes restent toujours en bonne santé? D'abord, qu'est-ce qu'une personne en surpoids ou obèse? Pour savoir qu'on est en surpoids, d'abord, il faut calculer, ce n'est pas seulement de voir sa forme, savoir son poids, sa taille et calculer l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc, si l'indice de masse corporelle est élevé, donc là, vous êtes en surpoids et il faut penser rapidement à remédier à ça. La prise en charge des personnes en surpoids, c'est très méticuleux. Il faut être très méticuleux en le faisant. Donc, ces personnes, il faut d'abord les ménager, ne pas leur faire croire qu'ils sont des personnes autres parce qu'eux-mêmes, ils sont gênés. Être un bon coach pour eux et les rassurer dans un premier temps. Et après, leur proposer des séances d'exercice pour pouvoir arriver à ce truc-là. Donc, et à ce que nous appelons la gym douce, qui est une sorte de gym qu'on fait pour les personnes âgées, pour les personnes malades, les personnes en surpoids. Donc, on leur propose la gym douce qui les aide beaucoup. Donc, pensez aussi à réduire la masse de graisse qu'ils ont à l'intérieur. Donc, avec des exercices très pointus, on arrive à faire ce truc-là. Parce que ce qu'il faut faire, c'est le plein d'énergie qu'ils ont dans un premier temps. Parce que vous allez voir, quand vous êtes devant quelqu'un qui est en surpoids, quand il gifle, vous allez voir qu'il a beaucoup de force, il a beaucoup d'énergie. Ce trop plein d'énergie se transforme en graisse. Et c'est ça qu'on doit essayer de brûler. Après ça, là, vous allez voir que les muscles de la personne vont être flasques. Ces muscles qui sont flasques, il faut maintenant les raffermir. C'est très important, les raffermir. Et après ça, faire des exercices d'étirement pour favoriser la circulation du sang et autres. Mais le primordial de tout ça là, c'est de travailler le cardio. Il faut voir le cœur. Quand vous travaillez pour ces personnes-là, il faut travailler, voir le cœur, comment fonctionne le cœur. Donc il faut faire beaucoup de cardio, des exercices brûle-graisse, des exercices de raffermissement. C'est très important, en plus des étirements. Avec des exercices, il y a des exercices quand vous le faites, avec une bonne respiration, la personne ne va même pas avoir faim. Le cardio, c'est en 2 temps. Il y a la respiration. On peut faire des respirations qui constituent des exercices de cardio. Vous inspirez par le nez en 1 temps. Vous expirez par la bouche en 2, 3 ou 4 temps. Au début, ça peut faire 2 temps. Et après, ça peut aller à 3, 4 temps. C'est dire, si je fais mon inspiration par le nez pendant 15 minutes, je dois expirer par la bouche pendant au moins 30 minutes. Donc ça fait inspiration pulmonaire et expiration abdominale. Vous le faites, vous revenez, vous reprenez en 5 respirations. Inspiration, expiration. Vous allez voir que la personne va commencer par transpirer. Si c'est le début, avec 5 respirations, il a le vertige. Il a le vertige. Et c'est bien aussi parce qu'il est suroxygéné. La respiration constitue un bon exercice de cardio. De 2, le reste, c'est d'autres exercices qu'on peut faire, soit le vélo, soit faire le jumping jacks, et faire d'autres mouvements qui vont vous faire transpirer. Mais dans ça aussi, il faut continuer avec la respiration.
vous augmentez la fréquence cardiaque. Quand la fréquence cardiaque est augmentée jusqu'à un maxi, avant de revenir, ça touche au cœur. C'est très important. Donc ce sont des sports que vous nous conseillez, des sports à faire à la maison? C'est des trucs à faire à la maison. Parce que c'est bien d'aller en groupe pour avoir du fun. Mais par moment, il faut travailler soi-même à la maison, des cours individuels, même en salle, vous pouvez prendre des cours individuels pour qu'on puisse tenir compte des spécificités de votre corps. Et là, vous avez un résultat plus rapide. Il faut être régulier dans ce qu'on fait et les résultats l'accompagnent. Merci beaucoup, coach Shogun. Fidèles téléspectateurs, l'obésité ou le surpoids n'est pas une fatalité. Volonté, discipline, efficacité et on est en pleine forme, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Merci beaucoup, coach. À très bientôt. À très bientôt. Ouais. De nombreuses innovations ont émergé et transformé divers secteurs, y compris celui des soins en santé maternelle et néonatale, tant à l'échelle mondiale qu'en Afrique. Le Togo s'est inscrit dans cette dynamique en introduisant le digital pour améliorer la qualité des soins offerts aux mères et aux nouveau-nés. Dans ce même élan, la Société des gynécologues et obstétriciens du Togo s'est réunie les 12 et 13 septembre 2024 pour échanger sur le thème « Technologie et innovation en santé maternelle ». Ce soir, notre invité nous aidera à mieux comprendre l'impact de ces nouvelles technologies sur la santé de la mère et des enfants, ainsi que les attentes de ce congrès. Merci de rester avec nous pour les détails de tous ces grands points au cours de cette émission. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir Dr Bingo Mboche. Il est gynécologue obstétricien et président de la Société des gynécologues et obstétriciens du Togo. Dr Mboche, bonsoir. Bonsoir, Olive. Comment vous allez? Je vais bien de votre côté. Oui, ça va. Dieu merci. Ça fait plaisir de vous recevoir une fois encore sur le plateau de santé d'abord. Un plaisir partagé. Et ce soir, on va parler de la Société des gynécologues et obstétriciens du Togo. Vous allez nous dire l'intérêt de ce congrès pour notre bien-être. Qu'est-ce que ce congrès va nous apporter, n'est-ce pas? D'accord, c'est bien, oui, effectivement. Merci beaucoup. Et nous tenons à dire merci à la chaîne mère pour tout ce qu'elle fait pour donner donc l'information, la bonne information à la population. Nous le savons tous aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons ne peut plus se passer des nouvelles technologies. Justement, en matière de technologie, quelles sont les innovations qui sont apportées de façon générale dans la médecine? Oui, la technologie s'applique à tous les domaines, y compris donc le domaine de la santé. Si le digital s'invite donc dans cette santé, ça ne fait qu'améliorer les choses. Justement, les améliorations dans le domaine de la santé en ce qui concerne l'utilisation de ces nouvelles technologies est-elle perceptible chez nous ici au Togo? Oui, nous ne sommes pas en marche. Et pour citer ce qui est le plus utilisé, c'est le digital qu'on utilise pour les femmes bénéficiant du programme OESO. Parce que c'est une innovation. Et là, du coup, ça permet donc de réduire beaucoup de choses. Également, nous avons la téléconsultation qui est là, qui est opérationnelle au Togo. Et est-ce qu'elle est appliquée dans nos hôpitaux? Ça s'applique dans certains hôpitaux. Nous évoluons petitement et je pense que dans 5 ans, peut-être tous les hôpitaux seront peut-être couverts par cette technologie. L'autre chose aussi, c'est l'utilisation donc de ce digital-là pour les données statistiques. Les données statistiques, je pense que c'est presque dans toutes les formations sanitaires. Que le digital soit utilisé pour, n'est-ce pas, faire le rapportage. Et ça permet quand même de pouvoir calculer certaines fréquences et aider à la prise donc, de décision. Donc, pour dire que Togo, nous évoluons aussi et nous sommes dans l'innovation technologique. Vous avez choisi justement comme thème de votre congrès innovation et technologie en santé maternelle, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ça c'est le thème principal de notre congrès et on aimerait à partir donc, de ce thème partager donc, les expériences, voir un peu ce qui se fait dans les autres pays de la sous-région et ce qui se fait également de par le monde. Et du coup, on pourra voir qu'est-ce qui peut être appliqué ou bien qu'est-ce qui peut être encore à réajouter à ce qui se fait déjà au Togo. Et ceci dans le souci d'améliorer la santé de la femme et de l'enfant. Et quels sont les grands points touchés au cours de ce congrès pour améliorer
le service de soins que vous offrez aux femmes et aux enfants. Parce que Principal. nous, ce n'est pas le congrès qui nous intéresse. Oui, c'est la Est-ce que santé. ce congrès a de l'intérêt pour nous, la population? Est-ce que ce n'est pas une rencontre des spécialistes? Non, 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 non. Il faut noter que l'objectif de la société, c'est de travailler aux côtés donc, du gouvernement pour améliorer donc, la santé de la femme et de l'enfant. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous organisons, n'est-ce pas, ces congrès. Donc, c'est pour la population, ce n'est pas pour nous. Et c'est pourquoi il est quand même important qu'on en débatte. En dehors donc, de ce thème principal, les sous-thèmes sont entre autres la planification familiale. Oui, la planification familiale, c'est une autre stratégie qui permet donc d'améliorer la santé de la femme, de réduire considérablement donc, les taux de mortalité maternelle et néonatale. Le deuxième sous-thème, c'est le digital en santé, donc maternelle et néonatale. Nous avons, avec les confrères donc, de la sous-région, les confrères donc, du monde entier, partagé. Et également ceux qui sont dans le digital, qui ne sont pas médecins, mais qui sont dans le digital, vont peut-être avoir cette audience pour nous apprendre des choses et nous faire vraiment savoir qu'ils sont également là pour qu'on puisse aller vers eux au besoin pour améliorer notre prestation. Le troisième sous-thème, c'est l'endoscopie. Oui, c'est également une innovation dans certains pays. C'est à un stade très avancé, mais chez nous, ça évolue petitement. Et donc, il est quand même important qu'on puisse partager ce qu'on a pu faire au Togo en ce qui concerne donc l'endoscopie et voir ce qu'il reste à faire pour que dans les années à venir, cette stratégie, bien cette méthode de diagnostic et de prise en charge soit acceptée ou bien soit utilisée par la population en général. Le dernier thème, c'est les cancers gynécologiques et mammaires. Le mois d'octobre, ce mois qui est dédié au cancer donc, du sein, nous allons déjà en septembre commencer par en parler. Anticiper. Voilà, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir ces cancers, pour prévenir les cancers. Et lorsqu'on a le diagnostic, quand on a posé le diagnostic du cancer, qu'est-ce qu'il faut faire pour la prise en charge? Docteur Mboche, quels sont les résultats attendus de ce congrès? À la sortie donc, du congrès, il y a des recommandations. Des recommandations applicables. Des recommandations. C'est pourquoi nous devons vraiment faire l'essentiel pour vraiment savoir quelles sont les recommandations qui peuvent être appliquées dans notre contexte pour que l'application suive pour le bien-être donc, de nos populations. Donc, de ces recommandations, nous allons peut-être élaborer donc, des protocoles pour améliorer, n'est-ce pas, les prestations donc, de services dans nos différentes formations sanitaires. Nous sommes d'accord sur les innovations technologiques dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. Mais est-ce que ces innovations technologiques ne font-elles pas appel à d'autres compétences? Des compétences, oui. Et c'est pourquoi, avant de mettre en application une innovation, il y a donc des renforcements de capacités. Et ce renforcement de capacité va consister à former les prestataires qui auront à utiliser l'innovation et à équiper, bien à acquérir du matériel nécessaire pour, n'est-ce pas, la mise en œuvre donc, de cette innovation. Donc, c'est quand même important qu'on en parle. Et l'autre chose, c'est que dans certaines structures, il y a de ces innovations, mais qui ne sont pas connues donc, de la plupart de la population. Donc, c'est l'occasion également d'en parler pour que lorsqu'on a besoin donc, de telles choses pour peut-être améliorer un diagnostic ou améliorer une prise en charge, qu'on sache vers où aller en attendant que toutes les formations sanitaires nous puissent en disposer. Depuis le début de notre entretien, nous sommes en train de parler de technologie, de digital. Quand on parle de digital en santé maternelle, à quoi fait-on concrètement allusion, docteur? Est-ce que c'est seulement l'utilisation des smartphones? Lorsqu'on parle du digital, ce sont des applications qu'on utilise pour... en santé maternelle. En santé maternelle, des applications qu'on utilise pour pouvoir poser certains diagnostics ou pour pouvoir prendre en charge certaines maladies, pour pouvoir conseiller et pour pouvoir rapporter. Une autre chose, c'est que nous avons notre manière de recueillir donc, les informations du malade. Et la manière classique, c'est d'avoir un dossier du malade et on écrit à chaque fois. Le digital va nous épargner ces écritures-là et on va rentrer les données directement dans une machine à travers une application. Et donc, du coup,
vous convenez avec moi que lorsque c'est du papier, il peut arriver que ce papier soit abîmé pour diverses raisons. Mais lorsque le système est conservé, on peut retrouver ces informations lorsque la conservation a pu être bien faite. L'autre chose, quand c'est du col de l'utérus, où on utilise un smartphone, où on essaie de prendre une photo au niveau du col de l'utérus, et cette photo-là est comparée à une base ou bien à une banque de photos qui est déjà présente dans le smartphone. Et c'est à partir donc de cette image qu'on pourra savoir si le col qu'on vient de photographier porte une lésion précancéreuse ou pas. Et ça permet de savoir que devant telle femme, avec l'image, avec ce que le smartphone a donné, il y a la lésion précancéreuse et ça peut aider à la prise en charge. Vous voyez un peu là où le digital peut toutefois aider à ce qu'on améliore la santé maternelle et néonatale. Même au Togo, le programme WESU. Le programme WESU utilise l'enrôlement des femmes depuis donc, le début de la grossesse. Vous voyez que ça facilite un peu les choses. Ouais. Et ça fait qu'une fois que la femme est dans la base, ça facilite le suivi. Et on sait approximativement qu'est-ce que la femme a pu bénéficier comme service. Donc ce sont des choses, on ne peut pas s'en passer à cette heure où nous sommes en train de parler. Au Togo, les décès maternels, les chiffres sont toujours alarmants, si on peut le dire ainsi. 401 décès pour 1000 naissances vivantes pour les décès maternels et 27 décès pour 1000 naissances vivantes selon les recherches ou les travaux de EDS. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est effectivement beaucoup. Et c'est pourquoi nous tenons à dire merci pour toutes les actions qui sont menées pour améliorer, n'est-ce pas, la santé maternelle et néonatale et réduire drastiquement les décès maternels et néonatales. Parce que 401 pour 100 000 naissances vivantes, c'est beaucoup, comparativement à d'autres pays où on parlera de 2 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc les efforts sont certes faits, mais il reste également à faire. Donc nous, en tant que gynécologues obstétriciens, notre devoir, c'est de s'impliquer davantage pour faire changer les choses, pour que les taux de décès maternels et néonatal diminuent drastiquement, pour que tous puissent contribuer, n'est-ce pas, au développement de notre pays. Donc vous êtes confiant que les travaux de ce congrès permettront de diminuer drastiquement le nombre de décès maternels et néonataux. Nous le disons, puisque la première cause de décès maternel, ce sont les hémorragies. Donc les hémorragies, on peut les prévenir, on peut les éviter. On peut également améliorer la prise en charge. Donc les congrès ont pour rôle d'avoir des évidences, d'avoir des compétences, des connaissances pour améliorer la prévention et la prise en charge. Donc si on sort donc du congrès avec des nouvelles innovations, des nouvelles techniques de prise en charge, ça permettra donc d'appliquer ces nouvelles prises en charge et éviter que les femmes continuent pas à mourir à cause de l'hémorragie. De toute façon, le chef de l'État ne ménage aucun effort. Plusieurs actions, plusieurs projets sont en train d'être menés pour améliorer la santé et la vie des femmes et des enfants. Oui, effectivement, parce que la gratuité, la subvention donc, de la césarienne qui a permis donc, de réduire drastiquement la prise en charge donc, de ces complications, les décès liés à ces complications. Il y a le programme WESU qui permet encore d'améliorer la santé de la maman, de la femme enceinte, l'assurance maladie universelle, donc qui permettra également d'améliorer davantage la santé de la mère et de l'enfant. Donc ce sont des actions qui sont bien faites et c'est à dire merci pour toutes ces actions. Et je pense qu'il y a d'autres aspects, puisque en dehors de la santé maternelle, il y a également des hôpitaux mères et enfants qui sont là pour améliorer les infrastructures, pour, n'est-ce pas, améliorer. Et l'autre chose que nous disons en même temps, c'est de renforcer le personnel. Les gynécologues, la formation ne suit pas vraiment l'augmentation de la population. Et donc, du coup, ça serait encore très intéressant qu'on puisse lutter efficacement contre ces décès maternels si on augmente le nombre donc, des gynécologues obstétriciens et tous ceux-là qui sont dans la pratique sage-femme pour pouvoir offrir les services donc, de qualité
à la population et aider à réduire efficacement les taux de décès maternel et néonatal. Pour que toutes les maternités sur toute l'étendue du territoire soient couvertes. Et nous sommes sûrs que ce plaidoyer est allé à qui de droit. Effectivement, merci. L'endoscopie gynécologique est une technique de diagnostic et de chirurgie de plus en plus utilisée par les professionnels de la santé ici au Togo. Quand justement cette technique est-elle exigée? Comment se fait-elle? Et quels sont ses avantages pour la personne ou la patiente sur qui elle est pratiquée? Docteur Koulani nous donne plus de détails. L'endoscopie en gynécologie, comme le mot le dit, endo, c'est à l'intérieur, scopie, donc on voit l'intérieur de l'organisme. Et en gynécologie, essentiellement, ça nous permet donc de voir l'intérieur du ventre et puis de voir l'intérieur de l'utérus. Et aujourd'hui, c'est carrément un instrument révolutionnaire dans notre travail de gynécologue et de chirurgien. C'est dans les années 70 que l'endoscopie a vraiment marqué le monde donc, de notre pratique gynécologique et chirurgicale. L'hystéroscopie, c'est-à-dire l'examen de l'intérieur de l'utérus, et puis la célioscopie ou la laparoscopie, l'examen et donc l'opération à l'intérieur du ventre, a vraiment pris un essor à partir de ce moment où on était devenu capable de réaliser des opérations dans le ventre. Ce n'est pas comme l'opération traditionnelle qu'on connaît où on ouvre grandement le ventre, on opère et après on ferme. C'est plutôt une opération, on va dire, à ventre fermé. Alors, comment on peut opérer quand le ventre est fermé? Donc, on utilise des optiques, des caméras, des systèmes de caméras pour pouvoir regarder à l'intérieur ou opérer. Alors, ce n'est pas fini. On a mis une caméra et on opère dans le ventre. Est-ce qu'on regarde directement sur la caméra? Oui, au départ, c'était comme ça. On mettait donc un petit objet qui était donc l'élément de visionnage. Et puis après, avec l'évolution et l'essor technologique, aujourd'hui, on opère en regardant sur un écran. Alors, en regardant sur l'écran, on manipule donc tout par l'intermédiaire des instruments. C'est un écran qui permet de voir 20, 30 fois mieux que ce que l'œil fait habituellement. Les avantages qu'on a, la personne guérit vite, elle sort vite de l'hôpital. Donc il y a un avantage comestique, esthétique qui fait qu'aujourd'hui, c'est finalement, on va dire, la chirurgie du moment. Le besoin est là, ce n'est pas qu'on doit inventer les utilités de l'intervention, donc il va falloir qu'on avance. Il va falloir qu'on avance, qu'on réfléchisse sur comment intégrer cette technique dans notre formation et comment utiliser cette technique pour le bien de tous. Ça nous permet donc de parler des gens entre nous, entre professionnels, de motiver les administrateurs pour nous accompagner dans cette démarche. Docteur Mboche, l'endoscopie que vous utilisez assez souvent maintenant, vous en avez déjà parlé. Le coût est-il à la portée de toute la population? Le coût est à la portée donc, de la population. Ce que nous avons constaté, c'est que peut-être la population ne sait pas que cette possibilité, cette technique existe. Et c'est pourquoi nous pensons que la discussion autour donc, de cette technique permettra de donner l'information à la population. Il y a certaines formations sanitaires qui disposent donc, de cette technique et le coût est abordable. Récapitulons un tout petit peu tout ce que nous venons de dire ce soir. Que doit retenir les téléspectateurs qui nous regardent ce soir de façon sommaire? Oui, ce que nous pouvons retenir donc, de tout ce que nous venons de dire à la sortie donc, de ce congrès, des recommandations les en fait allant donc dans le sens d'aider à la prise en charge correcte des malades afin donc d'apporter, n'est-ce pas, cette meilleure santé à toutes nos populations. Médecin gynécologue mba aïdan, gynécologue c'est ma d'autant bé bunumpuya, donc médecin ba aïdan konkona. Bon, baba t'es à l'emba boire kujoke ya, ne veut que telebu buya te banque te pa kangal pafleba, ma kabita te mi le kanke congrès. Ta pang man ta congrès ban sanki te langaba, te la porto.
que pe telenga boka on peut appeler poule ya la bemel ni tal so to boria o ya mel do telenga man ko bu te bat tal bu buki donc ya pa ya kal ya porto telenga bi telen no boka on peut ta ko no le poule de to guru ya nasa kan baja to go ya baja kumbanga le pafle ben bon la nya bukan do keden la nya Côte d'Ivoire Bénin Togo keden Burkina Faso keden donc ni ka ngana ma ya bla de la mot ke kana ka ngana ma donc ti ak be bla ngana bu ya te la do ko be ke bla ngana bu ya est ce que tum la nga bla ngana bu ma ci bu ya ti ci ro ya bala kala nga ta ak be ke ta la nga ya nka ti nga ngom pane nka be te la pour to boka ngam ko no ti ka on bu ta ko kunon le pouya jana Netone yo. Tu peux nous pas mater autre ami fonucho godogare visila o kle nyon no bela me se nyon bokola wa fonucho beke wa wo ne nyon no adaun de moyi yo beke wa za adaun de moyi yo le nyon no kle de vio bela me se be nya omo leke wa wo nyon no no ivitigbe wa no la me se me voir to adaun de moyi yo za me kwa yo petia mi karitibe ena don subodo nyono maga ivitife aga cool sibele he du kwa beta tordi nene akpe. Merci beaucoup Dr Mboche, mais vous restez toujours avec nous pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons à présent la planification familiale et son importance pour la santé et le bien-être des familles. Nous avons recueilli l'avis de la population sur la planification au micro de Rita Wassi, ici à Lomé, et au micro de notre collègue Nestor Mozo dans la ville de Kara. Regardez et on se retrouve juste après. Autrefois, nos parents mettaient au monde beaucoup d'enfants sans faire la planification familiale. Ceci constituait un poids pour les familles. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'avoir beaucoup d'enfants incombe de nombreuses charges, d'où l'importance de la planification familiale. Nous, les hommes, aimons que nos femmes nous donnent des enfants sans penser à la planification familiale, ceci pour toujours les garder à nos côtés. Il revient donc à la femme de discuter du sujet avec son époux pour l'épanouissement de la famille. Lorsque nous optons pour la planification familiale, cela nous permet de bien prendre soin des enfants et de leur assurer une bonne éducation. Certains hommes n'aiment pas que leur épouse aborde la question de la planification familiale. Pourtant, ceci devait être discuté normalement dans le couple. Nous nous sommes rendus compte qu'il est difficile de prendre en charge la scolarité d'un nombre élevé d'enfants ainsi que leurs soins au quotidien. Il existe aussi des moyens naturels de planification familiale qui sont efficaces. La planification familiale va également en faveur de la femme que nous avons. La femme est beaucoup fragile sur le plan de santé. Avec l'accouchement, elle subit beaucoup de choses sur le plan morphologique, sur le plan santé et autres. Et quand vous savez comment est la santé de votre épouse, de votre femme, vous saurez comment planifier les enfants. Il peut même arriver qu'à cause de la santé de la femme, vous ne fassiez pas d'enfants. Et donc c'est très important d'abord de connaître sa partenaire, de connaître également sa situation financière, son mode de vie, le secteur dans lequel vous vivez, comment est-ce que vous voulez l'avenir de votre couple et de votre famille, de vos enfants. En fonction de ça, vous pourrez également planifier le nombre d'enfants que vous voulez avoir. Quand on dit planifier, on peut le faire seul. Mais c'est bien quand on est dans un couple de le faire à deux. Une jeune fille peut faire la planification familiale dans la mesure où elle sait qu'elle est exposée à une grossesse qui peut être précoce. Il ne faut pas faire les enfants en désordre. Il faut un plan. Si c'est 2, 3, 4 tu veux, voilà, c'est ça. Fabriquer des enfants, après on n'aura pas la possibilité de les supporter. Des délinquants, on n'aura pas la possibilité de les scolariser. Tout ça là, c'est pas bien.
planification, c'est une bonne chose. Le planning familial, c'est l'ensemble des moyens qui concourent au contrôle des naissances afin de permettre aux femmes et aux familles de choisir le moment propice pour avoir des enfants. Je pense que c'est l'une des dispositions que toutes les familles doivent préconiser parce que de nos jours, avoir des enfants, c'est vraiment bien, mais le fait de prendre soin, c'est aussi un grand problème. Donc, je pense que toutes les familles doivent vraiment prendre ça en compte. D'abord, un couple, c'est la communication. Et je pense que ça doit venir des deux. Ils doivent s'asseoir, discuter et s'entendre et tout ira bien. Les avantages, ça permet que quand le premier est un peu grand, au moins il va vous aider les travaux domestiques en attendant pour que son second on arrive. Voilà, au moins, quelque chose avec nos maladies et autres, ça va nous permettre d'avoir les moyens pour attendre le second enfant, pour mieux les supporter. Pour moi, la planification familiale, c'est l'ensemble des méthodes qu'un couple peut utiliser afin de mieux programmer l'arrivée d'un enfant au sein du couple. Ça permet au couple de se ressourcer de façon psychologique comme de façon financière avant de préparer l'arrivée d'un bébé. L'espacement de naissance permet à la maman de mieux se préparer. D'abord, la correction des dommages qui ont été créés sur le corps de la dame et autres. Tout ça va s'arranger avant qu'elle ne conçoive encore. Et je crois que généralement, les sages-femmes conseillent 2 ans d'espacement entre un enfant et un autre. Selon moi, la planification doit être consensuelle. Au cas où l'homme ne veut pas et que la femme trouve que c'est important pour elle, sa santé, dans ce cas, elle peut le faire sans le consentement de son mari. Voilà, docteur Mboché, les réactions ou les points de vue de la population sur la question comment définir la planification familiale, vous en tant que spécialiste de la santé de la femme. Oui, je pourrais dire que ce que les téléspectateurs ont dit à travers le micro-trottoir, c'est effectivement ça. La planification familiale, pour le dire simple, c'est l'ensemble donc des moyens qu'on met à la disposition d'un individu ou d'un couple pour permettre à cet individu ou à ce couple de pouvoir avoir la taille souhaitée donc de sa famille, d'éviter les infections sexuellement transmissibles, de prévenir l'infertilité. L'infertilité, c'est cette incapacité à pouvoir faire des enfants. Donc, quand on parle donc de planification familiale, on retrouve 3 ou 4 choses là-dedans. Ce qu'on doit faire pour éviter la grossesse, et ceci afin donc d'avoir la taille souhaitée de sa famille, ce qu'on doit faire pour éviter des infections sexuellement transmissibles, et ce qu'on peut faire également pour éviter l'infertilité. Donc, quand une femme ou un couple va en consultation, parce qu'ils sont en quête d'une grossesse, et ils sont également en train donc de chercher les services de planification familiale. Donc, la planification familiale est différente de la contraception, parce que la contraception est une composante de la planification familiale. Parce que la contraception, c'est ça qui permet d'éviter momentanément ou définitivement la survenue d'une grossesse. D'accord. Et les avantages cités par la population, sont-ils suffisants? Juste l'espacement des enfants. Oui. Ça va au-delà, comme vous venez de nous l'expliquer, de l'espacement des naissances. Oui, ça va au-delà donc de l'espacement des naissances, parce que ça permet également donc d'éviter les IST, ça permet de prévenir l'infertilité. Voilà, effectivement, donc ça va au-delà, et ça permet donc de réduire le nombre de réduire le taux de délinquance juvénile. En dehors donc de ça, c'est sur le plan sanitaire. C'est que lorsque on utilise donc les services de planification familiale, ça permettra à la femme d'être en bonne santé. Et par rapport à la scolarisation donc des enfants, lorsque nous avons la taille souhaitée de nos enfants, on pourra assurer l'éducation pour tous. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'enfants,
parfois ça peut être difficile pour un parent d'assurer l'éducation donc de ses enfants. Au sein de la population, les avis sont partagés sur qui doit décider pour une planification familiale. Alors, docteur, qui doit décider? Ça devait être une décision commune, n'est-ce pas? Oui, c'est dit que ça devait se discuter dans le couple. Ça, c'est l'idéal, mais c'est que le législateur a pensé à ça. Et la loi SR, la loi donc, sur la santé de la reproduction, fait cas que chaque individu est libre de venir adopter une méthode contraceptive ou bien de venir bénéficier des services de planification familiale. Mais l'idéal, ça serait intéressant que le couple puisse échanger, discuter. Puisque nous avons constaté dans certains contrées que lorsque la femme adopte la méthode sans le consentement ou bien sans l'avis de son partenaire, son mari, c'est des problèmes dans le couple. Alors qu'en réalité, ça ne devait pas être un problème si vraiment les deux éléments du couple avaient eu à discuter, à réfléchir et à choisir celui qui va utiliser la méthode. Parce que c'est vrai, pour les hommes, il n'y a pas assez de méthodes, mais il y en a quand même. Il y a quand même certaines méthodes que les hommes peuvent utiliser. Et au jour d'aujourd'hui, on peut adopter une méthode contraceptive sans forcément avoir l'autorisation d'une tierce personne. Les méthodes contraceptives masculines, vous n'en parlez pas assez souvent. Pourquoi? On n'en parle pas assez souvent parce que la méthode qui est vraiment efficace et disponible, c'est une méthode irréversible que nous appelons la vasectomie. C'est une méthode irréversible et je dis c'est quand même une méthode pour ceux-là qui ne veulent plus d'enfants. Les hommes qui ne veulent plus faire d'enfants. C'est une méthode que ces hommes peuvent adopter. En dehors donc de la vasectomie, c'est l'utilisation des préservatifs masculins. En plus de la contraception, ça joue le rôle donc de prévention des IST. Les inconvénients de la planification familiale, il doit toujours en avoir, n'est-ce pas? Ou bien il y en a, à part les disputes, les mésententes, les incompréhensions au sein des couples, certaines méthodes que certaines femmes ne supportent pas. Donc, quels sont ces quelques inconvénients qui sont liés ou qui peuvent être liés à l'utilisation de la planification familiale en général ou à l'utilisation des méthodes contraceptives? D'accord. Les méthodes contraceptives, si nous pourrons peut-être les classer, il y a des méthodes contraceptives qui sont hormonales, parce que ce sont des produits qui contiennent donc les hormones. Les pilules, par exemple, c'est hormonal. Et il y a des méthodes contraceptives qui ne contiennent pas d'hormones. En fonction donc des méthodes que la femme utilise ou qu'un individu utilise, on peut avoir des effets non souhaités. On peut avoir, ce n'est pas automatique pour dire que non, quand on utilise ça, on peut avoir non. On peut retrouver un effet non souhaité chez X et ne pas le retrouver chez Y. Donc c'est au cas par cas. Mais ces effets sont, je peux le dire, passagers et ne devraient pas empêcher l'utilisation des méthodes contraceptives lorsqu'on analyse les avantages donc de l'utilisation d'une méthode contraceptive. Ce n'est pas à cause de, je dis ça comme ça, d'un léger céphalée, des légères céphalées, qu'une femme va abandonner une méthode et contracter une grossesse alors qu'elle a déjà 6 enfants. Donc, et comme je l'ai dit, ce sont des effets qui sont passagers. C'est le temps que l'organisme va s'adapter avec la méthode. Donc, un peu de patience, les effets vont passer. C'est quand même important d'expliquer les choses aux individus, aux femmes, parce que c'est plus les méthodes sont orientées vers les femmes pour que ces femmes-là puissent utiliser longuement les méthodes. Justement, Dr Mbotche, quelles sont les méthodes contraceptives disponibles aujourd'hui chez nous ici au Togo? Les méthodes contraceptives disponibles au Togo peuvent être classées en 4 catégories. Les méthodes naturelles. Les méthodes naturelles, là, comme le nom le dit, c'est naturel. On se base sur le fonctionnement de l'organisme de la femme pour éviter les pratiques sexuelles, pour peut-être prendre des dispositions pour ne pas avoir la grossesse. Donc, ces méthodes naturelles, nous avons la méthode des jours fixes. Ça, c'est une méthode qui utilise un collier et à partir donc de ce collier, on donne des instructions à la femme et quand elle respecte ces instructions, elle n'arrivera pas à tomber enceinte.
La deuxième méthode naturelle, c'est la méthode maman. C'est la méthode de l'allaitement maternel de l'aménorrhée. Une femme, après l'accouchement, les 6 mois qui suivent l'accouchement, peut utiliser cette méthode. Mais cette méthode a des exigences. Il faut que la femme allaite exclusivement son bébé, de jour comme de nuit, et qu'elle n'ajoute aucun autre aliment à l'alimentation de cet enfant. Et il faut également que la femme soit en aménorrhée, c'est-à-dire le fait de ne pas encore passer les règles après l'accouchement. Donc les 3 conditions doivent être réunies afin que cette méthode soit vraiment efficace. Et comme je l'ai dit, ça n'utilise aucun médicament. En dehors donc de ces méthodes naturelles, nous avons les méthodes de courte durée d'action. Les méthodes de courte durée d'action, donc les méthodes où on est obligé de prendre peut-être tous les jours, ou chaque 2 mois, chaque 3 mois. Donc parmi ces méthodes de courte durée d'action, nous avons les pilules, où on prend tous les jours pendant le temps qu'on veut éviter d'avoir une grossesse. En dehors donc des pilules, nous avons les injectables. Donc les injectables que nous avons au Togo, c'est chaque 3 mois. On renouvelle l'injection chaque 3 mois, chaque 3 mois. Nous avons les préservatifs masculins, préservatifs féminins. Donc ça, tout ça rentre donc dans la classe des méthodes de courte durée d'action. Après cette deuxième catégorie, nous avons la troisième catégorie, c'est les méthodes de longue durée d'action. Donc ce sont des méthodes où on peut utiliser sur une longue période. Donc il y a les implants pour 3 ans, il y a également les implants pour 5 ans. Et nous avons le dispositif intra-utérin, le cuivre stérilet pour 12 ans. Donc, ce sont des méthodes de longue durée d'action. Donc, les 3 catégories de méthodes que je viens de citer sont des méthodes qui sont réversibles. C'est-à-dire qu'à l'abandon de la méthode, on retrouve la fertilité. Donc, la dernière catégorie, ce sont des méthodes permanentes, irréversibles. Et c'est la vasectomie chez l'homme et la ligature des trompes chez la femme. Alors, quelle méthode pour quel type de personnes? Oui, il n'y a pas de méthode pour toutes les personnes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, avant donc d'administrer une méthode contraceptive, il est important de faire ce qu'on appelle le bilan de la cliente. Quand on parle du bilan, ce ne sont pas des analyses, c'est l'examen clinique qu'on fait. Et parfois, on peut faire des examens de laboratoire pour, dans un premier temps, écarter la grossesse. Parce qu'une femme qui est déjà enceinte ne peut plus utiliser une méthode contraceptive. Même lorsque le processus de grossesse a commencé, il y a des dispositions à prendre. La deuxième chose, il faut classer les individus selon les critères de recevabilité donc de l'OMS. Il y a certains critères qui permettent donc de dire que, compte tenu de la situation de cette femme ou bien de cet individu, telle méthode, il ne peut pas peut-être l'utiliser. Donc, il faut qu'on arrive, après l'examen, classer la femme donc, selon ces critères. Et le troisième objectif de ce bilan, c'est de pouvoir diagnostiquer certaines maladies. Donc, le mieux à faire, c'est de se rendre dans un centre de santé pour discuter et choisir la méthode qui nous convient plus sur le conseil de l'agent de santé, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Effectivement, mais l'agent de santé lui conseille, comme vous l'avez bien dit. Nous, en effet, l'agent de santé ne fait qu'orienter. Et la décision revient à la cliente ou au client. D'accord. Depuis l'introduction de la planification familiale dans le système de santé au Togo, qu'est-ce qui a évolué? Quelles sont les améliorations à constater ou enregistrer? Oui, il faut noter qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées en ce qui concerne la série des codes de planification familiale. Et il y a eu donc des nouvelles stratégies, des stratégies DBC, par exemple, distribution à base communautaire, où on forme les agents de santé communautaires, donc dans les villages reculés où il n'y a pas de formation sanitaire, pour qu'ils soient en mesure donc d'offrir les services de contraception, surtout les méthodes de courte durée d'action, y compris l'injectable. Ça, c'est vraiment une innovation pour, n'est-ce pas, booster un peu les services donc, de planification familiale, les services de contraception. L'autre innovation également dans ce sens, c'est la clinique mobile. Ces cliniques-là qui se promènent dans les villages où il n'y a pas de formation sanitaire pour offrir les services de contraception à la population. Et le focus avec ces cliniques mobiles, c'est les méthodes de longue durée d'action. C'est-à-dire que les méthodes que les agents de santé communautaire ne peuvent pas, n'est-ce pas, offrir. L'autre innovation, c'est des stratégies, l'auto-injection. L'auto-injection de Sayana Press. C'est-à-dire c'est une méthode injectable où la femme peut s'auto-injecter, peut s'injecter elle-même à la maison. Payable à la pharmacie. Payable à la pharmacie. Donc,
Si la première fois, la femme vient à l'hôpital, on lui explique tout, on lui fait la première administration, on lui donne des conseils pour que, à la prochaine injection, elle puisse le faire elle-même à la maison. Et ça permettra, dans un premier temps, de ne pas venir dans une formation sanitaire. Et ça lui permettra également donc, de faire des économies par rapport à ça et le temps d'attente que cette femme devait venir dans la formation sanitaire. Donc, ce sont des innovations qui sont là. Et l'introduction des méthodes permanentes, la vasectomie, la ligature des trompes, par le passé, il n'y en avait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, ce sont des méthodes qui sont disponibles dans notre pays. Et il y a également une organisation qui est faite autour donc, des jeunes adolescents pour que ces adolescents et jeunes puissent bénéficier des services de contraception si vraiment ils en ont besoin. Ce qui a fait que quand on regarde un peu ce que l'étude démographique de santé de 2013-2014 a donné comme taux de prévalence, on note une augmentation, puisque c'était autour de 17%, 17,2% en ce temps. Au jour d'aujourd'hui, on table autour de 23-24%. Donc, c'est quand même quelque chose. Et je pense qu'on va continuer comme ça sur la lignée pour que les besoins non satisfaits, puisque quoi qu'on dise, les besoins non satisfaits demeurent toujours élevés. Donc, que ces besoins non satisfaits soient couverts. Tout ceci pour rapprocher les services des populations. La réduction des coûts de ces méthodes contraceptives réglerait aussi plus le problème, ou améliorerait, apporterait un plus dans la vie ou dans l'application ou dans l'utilisation de ces méthodes contraceptives. Oui, effectivement, le coût, puisque je n'ai pas abordé, je me dis qu'avec l'assurance maladie universelle, ça devrait être un problème réglé. Et puisque nous avons constaté donc, dans nos pratiques que lorsque c'est gratuit, il y a plus d'affluence. Donc ça voudrait dire que le coût est un frein. Et quand on prend les différentes méthodes, les coûts ne sont pas les mêmes. Et parfois, les femmes choisissent certaines méthodes en fonction donc, de ce qu'elles ont comme moyen. Et alors que peut-être elles avaient des besoins d'une méthode donnée. Donc si on rend gratuit ces méthodes-là, ça devait peut-être améliorer davantage les choses, rendre gratuit les méthodes pour toutes les femmes, avec une spécificité pour les adolescents et les jeunes. Et également pour les jeunes, la cible jeune, il faut qu'on puisse avoir d'autres centres pour pouvoir offrir les services conviviaux à ces jeunes adolescents. Parce que dans certaines structures, là où on offre les services aux adultes, c'est là également on offre les services pour les jeunes. Et donc, du coup, les jeunes ne se sentent pas vraiment à l'aise pour venir bénéficier donc, de ces services. Donc, si on arrivait à avoir des centres conviviaux, des centres adaptés aux besoins donc, des jeunes, ces jeunes peut-être devraient s'y rendre et bénéficier des services de planification familiale, y compris la contraception. Merci beaucoup, Dr Bingo Mboche. Nous voici à la fin de notre entretien de ce soir. Mais avant de vous laisser partir, je veux bien que vous nous transmettez un dernier message à nos chers téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Le message que j'ai donc, à l'endroit des téléspectateurs, c'est dans un premier temps de ne pas vraiment se fier aux rumeurs en ce qui concerne donc, les méthodes contraceptives. Il est important pour le bien-être donc, de la famille qu'on utilise des méthodes contraceptives afin donc d'espacer convenablement les naissances. Le deuxième message, c'est à l'endroit donc des décideurs. C'est de continuer par développer donc des stratégies afin donc de rapprocher les services de contraception à la population. Rendre gratuit les méthodes contraceptives à toute la population. Aux partenaires techniques et financiers, c'est de continuer à soutenir les actions donc, du gouvernement dans, n'est-ce pas, le repositionnement de la planification familiale au Togo. Et pour la chaîne mère, c'est de continuer toujours par nous donner la bonne information. Nesa mbor cha ya bel ke jamwa te bamba bor ko joki te dala le ipi ka besa bunum pour ça ki le tang ma ko ka tang ko de malaya te le ke te li ke mai aya malobu obu mak ngem mbeng le wa nkanan ke de le pour mbeng le bam pon ya de la man triste sunum po quand ça la fièvre maman mais la mentrice
Quand on coupe au bon caméra. Avant que on manque calme, on manque que 100 pi. Aya 100 pi ya, alors man calme le. On que n'en fait deux. N'y a pas bien qu'à bien quoi. Nous sommes moins que tibanga. Donc, à quel on nous tient vraiment qu'on monte tout. Que me 100 pi. On que n'en fond de talent. C'est vrai que Brunindjaché et Pinkaba se bet. Mais Brun Pouché Pimbe. À quel ou bien on a le marque qu'on monte un peu. On que tient d'autres langues que la sampi. Donc, quand il y a nous sangbé, il y a un peu de pomme. Il y a un peu de bon catéla mon béa. Il y a un peu bimbi, un canyon à Gabchea. Il y a un peu bien bouilli un canyon à Gabchea. Mais mal à compte de borné. Katanya te langue. Donc, quand le pomme que n'y a mal au bouillard. Nous prenons d'abord que tu le talent que tu sens pin. N'est-ce marqué à bien comporter ni à ne me cocodo, n'a le bien cocodo. Même bien que l'homme béa que paye comporter ne can't payer maman. Jane. Les n'avait go de dobe à pas porter à mi fonucho, éviter momé. Les tinu que nous pété wasan, accord demander et vie me quoi. Mi avait dokita na mi no nyanya be videre momé. Mais nye ngbegblere ko megblem la américain ti fiaha de mo le fiaha be dodo mea amesiame na ten cho avi kondi de la obo akase onkulo ne wa fie mo nyuto e wato ade mo de fime ne ye nto be la mese kle be fo me bli bo be la mese nyuto che na nyebe wa akase oncho le fo me ame achupra siwa na ni akase oncho never me va expo la messe do la wa fiami mon nuito he mi accorde vire nya vio mi accorde demander de vio do me quoi ne amisiame ne dans la messe me lo akpe. Fidèles téléspectateurs, c'est fini pour notre rendez-vous de ce soir. Merci pour cette fidélité sans cesse renouvelée à cette émission. On se retrouve le mardi prochain pour un nouveau sujet santé. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Nos programmes se poursuivent sur la télévision. Au revoir et à très bientôt.